Bonjour à tous, retour en Afghanistan dans Passé Présent. La semaine dernière, nous avons pris le temps de remonter aux origines. Du XVe siècle jusqu'au début du XXe, nous avons vu comment l'Afghanistan s'est constitué comme un espace stratégique disputé, comment il est devenu un État tampon au cœur du grand jeu et comment les guerres anglo-afghanes ont déjà révélé les limites des grandes puissances face à ce pays difficile à maîtriser. Cette semaine, nous poursuivons ce récit historique au XXe siècle et au début du XXIe. L'Afghanistan n'est plus seulement l'enjeu d'empires territoriaux, il devient le théâtre d'affrontements idéologiques majeurs. D'abord avec l'intervention de l'Union soviétique à partir de 1979, puis avec l'engagement des États-Unis et de leurs alliés après 2001. Deux guerres différentes dans leurs discours, leurs moyens et leurs ambitions, mais qui posent au fond des questions étonnamment similaires. Peut-on transformer l'Afghanistan de l'extérieur? Peut-on gagner militairement sans résoudre le problème politique? Et pourquoi des puissances pourtant dominantes sur le plan militaire finissent-elles par se retirer sans avoir atteint leurs objectifs? Pour en parler, pour mettre en perspective ces conflits récents à la lumière de l'histoire longue, nous retrouvons aujourd'hui le général Philippe Sidos, auteur de Les guerres d'Afghanistan, paru aux éditions Perrin en mai 2025. Donc Philippe Sidos, bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Alors pour nos téléspectateurs qui n'auraient pas vu la première émission, mais je les invite à le faire. Je rappelle donc que vous êtes général de brigade en 2e section, diplômé de l'école de guerre, docteur en histoire, vous êtes diplômé de Langzhou en langue russe et vous avez conduit une longue carrière militaire et diplomatique. Vous avez été attaché de défense en Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan et vous avez effectué de nombreux séjours opérationnels, notamment en Afghanistan. Alors vous êtes l'auteur, je le disais, de Les guerres d'Afghanistan, paru chez Perrin, et vous avez également publié La guerre soviétique en Afghanistan dans la collection Campagne et stratégie chez Economica en 2016. Donc maintenant nous allons rentrer au XXe siècle. Alors qu'est-ce qui change réellement pour l'Afghanistan après les Britanniques, après la Première Guerre mondiale? Tout d'abord, c'est l'effacement de l'Empire britannique. Et c'est l'apparition de l'Empire soviétique. L'Afghanistan établit ses liens avec Moscou dès 1921. Alors, l'URSS, Moscou rétablit son influence et son pouvoir sur l'Asie centrale, pendant toute la période de la guerre civile, contre ce qu'ils appelaient les bandits d'Asie centrale, les basmachis. Et puis, les basmachis ont été aussi également un petit peu soutenus par l'Afghanistan. Donc, ce qui a amené la première intrusion, la première entrée de forces soviétiques en Afghanistan, oui. Pour soutenir en fait l'émir, qui était le roi qui était en place à Kaboul. Et puis, ça donne lieu à un certain nombre de combats qui n'ont pas duré. Puis après, les soviétiques se sont retirés. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que les soviétiques, quand ils rentrent en Afghanistan à ce moment-là, ne sont pas habillés en soviétiques, ils sont habillés en troupes locales. Et c'est ce que l'on retrouvera en 1979 avec la prise de Kaboul. Il y a déjà cette première ruse soviétique de ne pas habiller, de ne pas rentrer officiellement en Afghanistan. Mmh. Donc voilà. Et puis alors après, tout doucement, dans l'entre-deux-guerres, l'Afghanistan reste relativement neutre. De ce côté-là, au niveau géopolitique, il n'y a pas vraiment d'influence. Même si l'Allemagne essaye d'y aller, l'Afghanistan sait rester totalement neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les Britanniques restent quand même en Non, les Britanniques ont vraiment une influence très, très, très réduite, voire totalement absente sur l'Afghanistan. En fait, on a l'Allemagne qui vient. Il y a des raisons idéologiques, mais ça ne va pas très, très loin. La France est un tout petit peu présente. À cette époque-là, il y a quelques armes qui sont données, mais ça ne va non plus pas très loin. Le roi d'Afghanistan vient en France à un moment, mais les influences étrangères, c'est surtout les soviétiques, les soviétiques. Mais en fait, il y a un équilibre qui se fait et le royaume d'Afghanistan réussit à rester très globalement même indépendant pendant toute cette période, jusqu'à l'entre-deux-guerres, à l'après-guerre, jusqu'aux années 50, où là l'URSS commence vraiment à s'y intéresser.
L'URSS commence à s'y intéresser. Il y a des visites officielles, il y a toujours le roi, mais bon, il y a quand même les influences idéologiques. Il y a quand même tout un courant communiste qui apparaît en Afghanistan et qui va être vraiment à l'origine des problèmes de l'Afghanistan du XXe siècle. Création de partis, renversement du roi, installation d'un premier ministre qui joue avec les influences communistes, avec le Parti démocratique du peuple afghan, qui lui également est divisé en deux chapelles, et puis le fameux coup d'État de 1973 qui renverse le Premier ministre Daoud et qui conduit à des querelles permanentes entre les courants du Parti démocratique du peuple afghan, des courants communistes. Alors, en fait, le drame pour l'Afghanistan et pour le gouvernement de cette époque, c'est que les courants sont plus soviétiques, plus staliniens que ne l'est le pouvoir soviétique à cette époque. Et en fait, c'est ce qui inquiète beaucoup les Russes qui ont gagné une influence. Alors, ils ont concurrencé à cette époque, dans les années 50, ils ont concurrencé une influence américaine. Oui, j'allais y venir. Est-ce qu'il y a quand même des tentatives de modernisation à l'iranienne, j'allais dire ? Oui, il y a les Américains, effectivement, se sont implantés en Iran, mais également s'implantent en Afghanistan, mais avec une aide vraiment économique. Alors, ils s'y intéressent plus ou moins, mais néanmoins, il y a quand même des constructions qui se font. Et il y a une concurrence avec l'Union soviétique. Mais l'Union soviétique a une influence à la fois économique, culturelle et militaire. Et forcément, il y a déjà une rivalité entre les Américains qui sont très présents en Iran, présents au Pakistan, et cet empire soviétique qui protège ses frontières, bien évidemment, mais qui sent déjà que la montée du monde musulman est une réalité et qui va être, bien évidemment, surpris par la révolution iranienne de 1979, qui joue un rôle important sur la compréhension par Moscou de la situation géopolitique en Afghanistan. Alors, ce qui va se passer, c'est que les Américains sont présents. Il y a un ambassadeur américain qui est tué à Kaboul en 1979. L'Iran passe sous le contrôle de Khomeini. Et les Américains ont une certaine influence, supposée ou réelle, en Afghanistan, mais surtout, l'année 1979 est traversée par une grande instabilité interne, par des révoltes internes. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir de Kaboul cherche à imposer à l'Afghanistan une culture purement socialiste soviétique. Oui. Donc un pouvoir qui est en place depuis 1973. 1973. Et qui s'est imposé par la force. Qui s'est imposé par la force, par un coup d'État, qui a renversé le roi qui est parti en exil. Et puis il y a des partis politiques, il y a en particulier le parti majoritaire, le parti qui a une grosse importance, c'est le Parti démocratique du peuple afghan, qui est traversé par deux courants contradictoires. C'est là qu'on est vraiment dans du laïque pur et dur. Et là, on est dans le laïque pur et dur, avec un pouvoir d'inspiration communiste qui cherche à imposer la laïcité, qui cherche à imposer l'abandon des coutumes afghanes traditionnelles à l'Afghanistan. Alors, c'est à cette époque où on voit à Kaboul des femmes habillées à l'occidental. Habillé à l'occidental, ça ne va pas s'étendre jusque dans les provinces. Mais justement, c'est cette imposition de force et également une imposition économique, tout un système économique fondé sur le système communiste, avec les partages des terres, etc. Alors ça peut séduire un certain temps, mais quand il commence à s'imposer par la force, ça soulève une opposition. Et la grande opposition naît en mars 1979 à Hérat, où il y a une révolte. Alors une révolte interne à l'armée également. C'est l'armée afghane qui se soulève. L'armée afghane qui a été beaucoup formée par les soviétiques, mais l'armée afghane de Hérat se soulève et massacre les conseillers soviétiques, à la fois conseillers économiques et conseillers militaires. Et puis là, il y a un engrenage qui se met en place. Le pouvoir qui est en place à Kaboul demande l'aide de Moscou. Alors le pouvoir est contesté entre le Premier ministre et le Président d'ailleurs, et il y a énormément de contacts qui sont établis, énormément de déplacements, et le Politburo est saisi de toutes les demandes afghanes, mais les Soviétiques ont une parfaite connaissance de la zone, une parfaite connaissance culturelle et politique de la situation. Alors ils tentent de ramener, entre guillemets, à la raison les dirigeants afghans, qui ne les écoutent pas, qui
qui continuent à réprimer la population et à vouloir imposer leur système politique. Des demandes d'intervention militaire qui sont refusées tout au long de l'année 1979 par les soviétiques, par Moscou. Néanmoins, ils envoient des conseillers militaires. Ils envoient des conseillers militaires de très haut niveau. Ils envoient même le chef d'état-major de l'armée de terre soviétique, le général Pavlovski, ils interviennent, ils conseillent l'armée afghane qui se bat contre les premiers mouvements de résistance, où Massoud est déjà apparu, bien sûr. Massoud s'est déjà révolté contre le pouvoir en place. Et d'autres chefs, ce sont tous les chefs que l'on retrouvera après dans la guerre contre les soviétiques. Et après, la véritable rupture apparaît en septembre 1979, quand, au retour d'une visite à Moscou, le président afghan, Taraki, est assassiné par son Premier ministre. Oui. Mais le problème, c'est que Brejnev, qui avait reçu, ils essayent toujours, comme les soviétiques ne veulent pas intervenir, c'est là où il y a une période de latence entre septembre et décembre, la date du 12 décembre, disons, qui est la date fatidique qui fait tomber l'Afghanistan dans la série de guerres que l'on va connaître. Donc ils essayent encore de composer avec ce nouveau pouvoir, mais qui devient de plus en plus cruel. Il y a des prisons qui sont ouvertes, les opposants sont systématiquement exécutés. Et puis il arrive un moment où le pouvoir devient tellement instable. Alors il y a des courants, il faut savoir qu'il y a des courants à Moscou. Entre l'influence du KGB, l'influence du ministère des Affaires étrangères et l'armée. Alors l'armée est globalement, l'armée qui a été sur le terrain, le général Pavlovski est totalement opposé à une intervention militaire directe de forces soviétiques en Afghanistan. Et ce qui se passe, même le KGB un certain temps, puis après le KGB avec Andropov va être favorable à l'intervention contre l'ambassade soviétique est à Kaboul. Donc voilà. Et ce qui se passe en fait le 12 décembre, c'est qu'il y a une réunion restreinte du Politburo. Et la décision d'intervention est prise par un comité très restreint de 3-4 personnes, dont Brejnev et Andropov. Et sur un papier, écrit à la main, ils disent qu'il faut intervenir en Afghanistan. Et d'ailleurs, l'Afghanistan n'est même pas cité. Le titre du document, au sujet de l'intervention A, point. C'est-à-dire, on ne cite même pas l'Afghanistan. Et ça va être toute l'ambiguïté après de la présence soviétique en Afghanistan. C'est-à-dire qu'ils y vont sans vouloir y être. Alors, malgré tout, ils interviennent le 25 décembre. Alors, il y a une double offensive pour renverser le pouvoir, en fait, à Kaboul, et installer leur homme lige, qui s'appelle Babrak Karmal, qui avait été déplacé comme ambassadeur en Europe de l'Est. Parce qu'ils ont des forces déjà à Kaboul, qu'ils ont renforcées. Alors des forces qui appartiennent aux forces spéciales, qui appartiennent au KGB, qui appartiennent au GRU, service de renseignement des armées. Et donc ils font un coup d'État pour renverser le président afghan. Ça, c'est l'offensive interne, je dirais. Et en fait, même le président afghan avait demandé. C'est-à-dire que pendant quelques heures, il y a une ambiguïté sur la présence de ces forces. Il demande de l'aide, mais finalement... Il demande de l'aide, et voilà. Et en même temps, il a son aide, mais c'est l'aide pour le renverser, en fait. Donc il y a une ambiguïté. Bon, il est tué, il y a des combats qui ont lieu à Kaboul entre déjà les forces afghanes et les forces spéciales soviétiques. Et en même temps, le 25 décembre, vous avez une invasion de l'Afghanistan par la fameuse 40e armée qui vient d'Asie centrale par deux grands axes, pour utiliser la fameuse route circulaire qui donc entoure tout l'Afghanistan pour donc prendre le contrôle. Et ça, c'est la grande erreur soviétique, c'est de faire rentrer des troupes. Le pouvoir avait été renversé par une opération de force spéciale. Bon, c'est un coup d'État, un renversement qui ressemble un petit peu... Ce qu'on avait pu connaître avant. En 68 à Prague, qui s'était relativement bien passé à Prague. Bon, il y a à la fois, bien sûr, une entrée des forces terrestres, mais il ne faut jamais oublier qu'à Prague, les soviétiques n'étaient pas rentrés seuls. Ils étaient rentrés avec des alliés. Là, ils rentrent seuls. Ils rentrent avec des troupes majoritairement issues d'Asie centrale, du recrutement local d'Asie centrale, ce qui va amener à changer. Ça aussi, c'est très intéressant. Et c'est très improvisé. Ça ressemble beaucoup à leur invasion de l'Ukraine en 2022. C'est très improvisé. Et il faut savoir quand même que les soviétiques ne veulent pas rester.
et ils le masquent à la population. Et ça va durer jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en 1985. Les soviétiques ne veulent pas montrer qu'ils se battent en Afghanistan, même s'ils subissent, parce qu'ils sont pris dans l'engrenage. Parce qu'évidemment, l'armée afghane se débande, l'armée afghane ne peut plus se battre aux côtés du gouvernement afghan, et la majorité de l'armée afghane rejoint la résistance. Parce que le but, c'est pas vraiment une guerre, c'est une opération de stabilisation du pouvoir. Ça se veut bien sûr une opération de stabilisation du pouvoir, de renversement de régime. Et on envoie quel type d'armée? C'est une armée blindée, c'est de l'infanterie? Alors le problème, c'est qu'ils envoient une armée classique. Une armée classique, une armée qui était en Asie centrale, qui était faite pour s'opposer à la Chine, mais qui était du même type des armées qui pouvaient s'opposer, du pacte de Varsovie, qui s'opposaient aux forces occidentales, c'est-à-dire des chars, de l'artillerie, des forces mécanisées. Alors c'est ce qui va amener les grosses erreurs de l'armée soviétique. Ce qui, dans la géographie du terrain, est totalement inadapté. Alors c'est totalement inadapté, mais cette armée qui s'étend tout doucement pour maintenir le pouvoir se heurte à la résistance et avec les seuls moyens dont il dispose, c'est-à-dire de l'artillerie, pour neutraliser la résistance, utilise les moyens dont elle dispose, c'est-à-dire l'aviation avec des bombardements, et va inverser la fameuse doctrine de Mao comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire que la résistance est comme un poisson dans l'eau de la population. Et les premiers généraux soviétiques vont estimer, ou avec les moyens dont ils disposent, qu'il faut vider l'eau. Et vider l'eau, c'est la population. Et c'est-à-dire que les bombardements vont amener toute la population afghane à quitter toutes les zones qui intéressent les soviétiques, les zones des villes et autour des grands axes de communication, et se réfugier au Pakistan, ce qui amène l'image désastreuse pour l'Union soviétique de destruction de villages, de populations, de bombardements totalement indiscriminés. Alors là, c'est des bombardements, on bombarde tout le monde et n'importe qui. Bon. Malheureusement, ça se retrouvera pour les Américains dans les débuts de l'intervention. Et ça amènera pas mal de problèmes justement sur la présence américaine en Afghanistan. Arrive après, en 1985, mais déjà les généraux soviétiques ont compris, se sont lentement adaptés à la résistance afghane. Non, mais est-ce qu'ils ont perçu rapidement les risques de l'intervention? Est-ce que c'était une prise de conscience rapide? Alors il y a une prise de conscience rapide parce qu'en fait, effectivement, dès le début, Brejnev, par exemple, dans un entretien en 1980 avec le président Giscard d'Estaing, lui a dit qu'il n'avait pas du tout l'intention de rester. Et puis après, le problème se pose de la perte de prestige, du départ en laissant une situation et une Afghanistan totalement instable, où en fait le régime ne tient que grâce à la présence de l'armée soviétique. C'est très clair. Les mouvements de résistance, même s'ils sont relativement faibles au début, il y a quand même énormément de moudjahidines contre le pouvoir central. Ils sont aidés par le Pakistan et ils sont aidés par les Américains. Il ne faut jamais oublier ça. Ils sont aidés d'ailleurs par les Chinois, par le monde arabo-musulman qui finance. Et tout doucement, une aide américaine se met en place à travers l'opération Cyclone. Même dès le président Carter, il y a une aide qui se met en place. Le président Reagan accélère tout doucement cette aide. Et en fait, les moudjahidines sont bien armés. Relativement bien armés, en tout cas suffisamment pour affronter l'armée soviétique. Ils ont des moyens de défense antiaérien. Alors, le fameux Stinger, le fameux missile, arrivera en 1985, mais même avant, ils ont de l'armement antiaérien qui handicape l'armée soviétique. Ils ont beaucoup d'armements d'infanterie, il y a des mines, ils ont un petit peu d'artillerie légère, ce qui fait que les moudjahidines, qui sont organisés en de multiples bandes, posent énormément de problèmes à l'armée soviétique. Ils se savent aidés et soutenus globalement par le monde entier. Ouais. Qui soutient les soviétiques à part le pacte de Varsovie? Quasiment personne. Les soviétiques ont été obligés de se justifier, mais ils se justifient maladroitement. Alors, il faut savoir aussi que c'est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, en Pologne, il y a quand même des mouvements très importants d'opposition au pouvoir soviétique. Les soviétiques savent très bien qu'ils ne peuvent pas intervenir militairement en Pologne. Ils ne vont pas rejouer Prague et le discrédit qui les couvre avec l'affaire afghane, ils ne peuvent en aucun cas le rejouer en Afghanistan, en Pologne, pardon. Et puis tout doucement, il y a une succession de dirigeants soviétiques qui ne s'occupent pas vraiment. La guerre se déroule, mais mal. Alors, elle évolue au niveau tactique parce que l'armée soviétique... Comment va-t-elle s'adapter? Elle s'adapte tout doucement à ce qu'on appelle globalement la contre-insurrection. Alors, la contre-insurrection, ça correspond... très simplement à ce que nous on a fait en Algérie, c'est-à-dire qu'on utilise des troupes, ce
ce qu'on appelle les forces spéciales d'infanterie légère, globalement, des troupes parachutistes. Alors, il se trouve que l'armée soviétique, à l'époque, dispose d'une dizaine de divisions parachutistes, à 15-20 000 hommes. Hein. C'est vraiment l'élite de l'armée soviétique. Et quasiment tous les parachutistes de l'époque soviétique vont se battre en Afghanistan, alors qu'une faible partie de l'armée classique viendra en Afghanistan. Alors, ils continuent à commettre des erreurs, ils continuent à employer des blindés, ils continuent à mal manœuvrer, ce qui amène au niveau soviétique une image désastreuse d'unité encerclée et anéantie. Et c'est ce qui fait la force des Moudjahidines, c'est de chercher à isoler certaines unités à leur mesure, à leur taille et de les anéantir. Alors le niveau intéressant, c'est le niveau d'une centaine d'hommes. Le niveau classique est plus bas d'une trentaine, c'est assez fréquent. Mais chercher à isoler des colonnes soviétiques et à détruire toute une unité, et là ça porte un coup énorme. Et ça amène des pertes. Et les pertes, le gouvernement soviétique cherche à les masquer. Pendant très longtemps, la propagande soviétique ne dira pas qu'il y a une guerre, il y a des opérations. Il y a des opérations en Afghanistan. Les soldats soviétiques qui sont tués seront enterrés de nuit. Il n'y aura pas d'indemnité. Et l'information se répand en Union soviétique. Et c'est ce qui va amener, quand Gorbatchev arrive au pouvoir en 1985, il va se battre contre deux choses. Il va assumer la guerre en Afghanistan et assumer donc au niveau de la population et surtout vouloir un retrait. Alors il va le donner pendant une année. Grosso modo, il va dire aux généraux soviétiques que pendant une année, il veut un résultat. C'est une plaie béante pour lui, ce sont ses termes. Il veut se retirer d'Afghanistan. En fait, l'idée est déjà claire et beaucoup plus affirmée parce que lui se rapproche de l'Occident, c'est la fameuse perestroïka, le fameux remodelage de l'URSS. Et là, à cette époque, les forces spéciales soviétiques sont particulièrement efficaces et font vraiment reculer les Moudjahidines. Mais c'est à ce moment-là que les Américains s'engagent plus directement avec la livraison du Stinger. Alors, le Stinger en lui-même ne change pas tactiquement, ne révolutionne pas, bien que ce soit un très lourd handicap contre l'aviation soviétique. Oui, c'est une réalité. Côté soviétique, c'est l'apparition des hélicoptères. Alors, effectivement, le grand atout des soviétiques, c'est l'emploi des forces spéciales et des hélicoptères. C'est une réalité. Quand Massoud, il y a 9 offensives qui sont lancées contre le commandant Massoud dans la vallée du Panjshir. Et là, on a affaire à des opérations au niveau tactique qui sont assez impressionnantes, dans des grandes hauteurs, dans des montagnes très hautes, où les parachutistes et l'infanterie légère soviétique se battent très bien, avec des progressions avec les hélicoptères, une façon de conduire la guerre qui est très efficace, qui est très bonne. Et Massoud, il résiste à certains moments, mais doit reculer à d'autres. Alors on reprochera les mouvements islamistes radicaux, les fameux 7 mouvements islamiques radicaux de Peshawar, très soutenus par le Pakistan, et surtout les services secrets pakistanais, très islamisés, reprocheront à Massoud cette trêve. Et c'est là où il y a déjà une rupture entre Massoud et les mouvements islamistes radicaux. Massoud négocie avec les Russes dès les années 85-86 pour avoir des trêves. Parce que Massoud, l'énorme avantage qu'il a au niveau tactique, il domine le fameux tunnel de Salang. Le tunnel de Salang qui est pas très loin de Kaboul et qui est un tunnel, une voie de communication. L'armée soviétique dépend, parce que l'armée soviétique est étalée sur tout le territoire afghan et dépend de voies de communication logistique par la voie terrestre. Et on retrouvera dans la guerre afghane américaine le même problème, c'est-à-dire que les voies de communication ne sont pas contrôlées par la puissance, entre guillemets, occupante. Ouais. Voilà. Donc, Gorbatchev arrive au pouvoir, les forces spéciales ont du succès, font reculer les Moudjahidines. Il y a alors à la fois des batailles classiques, des grandes batailles, comme des opérations à Zawar, où là carrément c'est un nettoyage de zone, et énormément d'opérations de forces spéciales contre les caravanes, parce que c'est une guerre de caravanes. Alors ça donnera lieu à énormément de films tournés en Russie, même après la chute de l'URSS, à la gloire des forces spéciales soviétiques, qui ont mis en échec globalement les Moudjahidines. Mais l'apparition du Stinger, officiellement, qui est une arme très efficace, une arme, un missile portable de défense solaire contre les hélicoptères et contre les avions soviétiques, montre que les Américains s'engagent plus directement.
Reagan laisse apparaître cette arme et montre, et en fait ça fait céder psychologiquement Gorbatchev, parce qu'il ne veut pas l'affrontement avec les États-Unis. Donc il cède, et progressivement, on va arriver dans toute une phase de négociation politique où les Soviétiques vont progressivement abandonner l'Afghanistan et retirer leurs troupes, donc ils se retirent en février 89, mais en laissant des conseillers. Et pendant 2 ans, pendant même 3 ans, jusqu'en 1992, le pouvoir hérité de la période soviétique, de Najibullah, qui est le pouvoir mis en place, qui perd globalement, qui essaye en tout cas officiellement de perdre tous les attributs du système communiste socialiste soviétique, qui essaye de s'islamiser tout doucement, se maintient malgré tout pendant 3 ans. Oui, d'ailleurs, vous avez une formule, vous dites la réussite technique du retrait. Alors, au niveau opérationnel, les Soviétiques se retirent. Alors, ils se retirent militairement, toutes leurs forces se retirent, avec quelques combats, mais globalement, l'armée soviétique réussit son retrait de 1989. Bon, une armée classique, ça, c'est pas vraiment un problème, négocier avec Kaboul. Alors, il lance une dernière offensive. Najibullah demande aux Soviétiques de lancer une dernière offensive contre Massoud, qui est le principal opposant à Najibullah. Parce que d'abord, il n'est pas très loin de Kaboul, et il a énormément de prestige. Alors il aura beau nier la réalité de l'efficacité de Massoud, il sera bien obligé de le constater. Et puis Massoud, on en parle déjà, parce qu'effectivement, c'est le grand chef militaire qui apparaîtra à l'issue de la guerre civile. Alors, donc les Soviétiques, la Russie s'effondre, enfin l'Union soviétique, pardon, s'effondre en 1991, et Eltsine décide d'arrêter toute l'aide qui était fournie, une aide abondante, une aide importante, financière, alimentaire, en armement, en conseillers. Et le gouvernement de Najibullah avait globalement bien résisté à la poussée des mouvements de Moudjahidine, soutenu encore par le Pakistan et progressivement abandonné par les Américains, qui se retirent de l'Afghanistan, mais qui laissent en fait les mains libres au Pakistan, qui est un acteur majeur de la guerre. Arrive la chute de Najibullah, les mouvements de résistance s'emparent de Kaboul, et là on rentre dans une guerre civile. Qui va durer presque 10 ans. Qui va durer, voilà. Alors sous plusieurs formes. La guerre, alors d'abord c'est une guerre civile, alors là les alliances sont très complexes, j'ai essayé d'être relativement clair dans mon livre, mais c'est une guerre où les alliances se défont autour de Kaboul, les uns sont alliés des autres, l'ONU continue à être présente, et puis tout doucement abandonne. Alors il faut savoir ce qui est assez incroyable, c'est que le président afghan, Najibullah, en 1992 s'est réfugié dans les bâtiments de l'ONU, et il restera jusqu'en 96. Et en 96, pendant 4 ans. Parce qu'en 96, c'est la chute de Kaboul qui tombe aux mains des talibans. Alors les talibans apparaissent en 94, et les talibans, en fait, c'est un mouvement radical, islamiste, puritain, qui apparaît en fait en réaction aux exactions des chefs de guerre. Cette mosaïque de chefs de guerre locaux, de chefs de Moudjahidine plus ou moins importants, qui ont récupéré énormément d'armement. Tout cet armement fourni par toutes les autres puissances opposées à l'URSS. Il y a même eu de l'armement qui est arrivé après la chute de l'Irak, de Saddam Hussein, fourni par les Pakistanais, etc. Et donc les talibans apparaissent à partir en 94 dans la zone sud, dans la zone de Kandahar. À la fois, c'est un mouvement qui naît de lui-même, et à la fois un mouvement qui sert les avantages du Pakistan. Le Pakistan est quand même en sous-main. Le Pakistan est là, les services secrets, parce qu'en fait le Pakistan, il faut voir que les services secrets pakistanais, c'est un État dans l'État. C'est une armée dans l'armée, c'est un pouvoir politique dans le pouvoir politique. Et c'est lui qui fait qui a une vision stratégique sur ce qu'il veut en Afghanistan et qui guide en fait les partis politiques et les mouvements de résistance qui servent ses intérêts. Massoud ne sert pas les intérêts du Pakistan, il faut être très clair là-dessus. Mais Massoud arrive quand même à exister grâce à son charisme, grâce à son idéal, entre guillemets, nationaliste afghan et religieux, bien sûr, mais beaucoup moins extrémiste que les talibans, et les Pakistanais. Et les talibans progressent. Ils progressent parce que le pouvoir à Kaboul, le pouvoir de Rabbani, qui est le pouvoir politique de Massoud, ne
ne tient pas face à eux. C'est un contre-pouvoir dynamique, jeune, qui au niveau tactique finit par s'emparer de Kaboul en 96. Recul des mouvements de résistance opposés aux talibans. Et là, on a la guerre de 96 à 2001, la fameuse guerre de Massoud, puisque c'est lui qui dirige ce front uni. Front unifié des mouvements de résistance avec des Ouzbeks, des Hazaras et des Tadjiks contre le mouvement taliban largement dominé par les Pashtuns, et Hekmatyar, etc. Et le Mollah Omar. Et le Mollah Omar qui est une figure centrale jusqu'à sa mort pendant la guerre américaine. Et là, donc, on a cette guerre civile de Kaboul, des talibans, soutenus par les Pakistanais, contre le Front uni, l'Alliance du Nord de Massoud. Et ça dure donc jusqu'en 2001. Est-ce qu'on peut dire que les Occidentaux ont largement ignoré justement les enjeux de cette guerre civile ? Alors, les Occidentaux ont ignoré, ont abandonné. L'ONU a abandonné Kaboul. Alors, il y a toujours une petite présence, il y a toujours une petite ambassade française à Kaboul, il y a un chargé d'affaires. Quand j'étais à Moscou, on recevait les télégrammes diplomatiques de l'ambassade présente à Kaboul, qui ne sera évacuée qu'en 2001. Donc il y a quand même une présence occidentale, mais c'est totalement incontrôlable. S'allier avec l'un contre l'autre, déjà les leçons de la guerre soviétique ont montré que si on s'allie avec un camp, l'objectif majeur américain de soutenir les moudjahidines contre les soviétiques, c'est faire tomber, c'est faire saigner. Brzezinski l'avait dit dès le début, c'est faire tomber l'URSS, ce qui a fonctionné d'ailleurs. Ça a totalement atteint le prestige de l'URSS et surtout le prestige de l'armée soviétique. Donc on a cette guerre civile et Massoud cherche des alliances occidentales justement, pour rebondir sur votre question. Et c'est sa fameuse visite en France en 2001 à Strasbourg, où là, il gagne un peu une aura internationale, en tout cas une aura européenne. Et on a beaucoup dit, en fait, que le fait d'être venu à Strasbourg avait contribué à signer son arrêt de mort. Puisque cette guerre, il est certain néanmoins que les talibans, très bien aidés par les services pakistanais, voire des unités constituées pakistanaises, n'avaient pas besoin de ça. Ils continuaient à donner des coups de boutoir à la résistance de Massoud, qui s'appuyait sur le nord-est de l'Afghanistan, le Badakhshan, appuyé par les Russes, qui avaient abandonné effectivement l'Afghanistan et Massoud pendant un certain temps, mais voyant cette progression de l'islamisme vers l'Asie centrale traversée par des mouvements islamistes, a besoin d'aider Massoud, et aide Massoud à partir de forces russes qui restent encore au Tadjikistan. Et donc on arrive à 2001. 2001, Massoud est assassiné la veille du 11 septembre. Oui. Le 11 septembre. Donc en 2001, les États-Unis, quelle est leur décision ? Est-ce que c'est très rapide ? Est-ce que c'est pensé à l'avance ? Alors, décision d'intervenir. L'assassinat de Massoud le 9 septembre, les tours de New York le 11 septembre. Les deux événements sont liés. Bien sûr. Ben Laden a lié les deux événements. Ben Laden est un grand stratège et son intention, il l'a déclaré dès 2000, dès novembre 2000 à la chaîne Al Jazeera et puis même dans des textes qui vont être retrouvés après. Il veut attirer les Américains sur le théâtre afghan pour les enliser et les combattre directement l'armée américaine. Et s'il n'y a pas eu ce mouvement de résistance de l'Alliance du Nord, pour les Américains, ce sera beaucoup plus difficile. Par contre, les Américains parviennent à réunifier l'Alliance du Nord, à réunifier le Front uni, malgré la mort de Massoud, qui était le point central de commandement de cette alliance. Les Américains doivent intervenir pour se venger. L'opinion publique américaine veut intervenir en Afghanistan, mais là, il y a beaucoup d'hésitations. Guerre classique. Comment intervient-on en Afghanistan ? Ne pas reproduire les guerres précédentes. Ne pas reproduire les erreurs soviétiques. Les erreurs soviétiques, donc les généraux américains le savent. Par contre, la CIA avait entretenu des liens avec Massoud. Il y avait déjà des équipes de la CIA. La CIA sait très bien faire, mais alors la CIA, c'est une nébuleuse. Les services secrets français aussi. La DGSE avait entretenu des liens avec Massoud. À partir du Tadjikistan, il n'y a aucun doute là-dessus, c'était fait. Aide un peu financière, un peu de matériel, voire le matériel secret. Et là, la décision est finalement prise d'intervenir avec les forces spéciales, une conjonction entre les forces, les agents de la CIA et les fameux bérets verts américains. Et pour aider, l'Alliance du Nord a bloqué les talibans et les forces soutenues par les Pakistanais.
et puis renverser les talibans et s'emparer de Ben Laden et tuer Ben Laden. Là, il y a une alliance objective entre Ben Laden et les talibans. Il y a une alliance objective. Alors, il est vrai que Ben Laden n'a pas vraiment informé. Il a mis les talibans devant le fait accompli. Les talibans continueront à le soutenir. Les talibans ne se détacheront pas de Ben Laden malgré l'ultimatum des Américains pour livrer Ben Laden. Et après, les Américains vont faire l'amalgame entre Ben Laden et les talibans. Bon. Et là, en 2001, on a, à partir du mois de septembre, l'intervention des forces spéciales et de l'aviation américaine en Afghanistan. Et là, ça va être redoutable, en tout cas pour le nord de l'Afghanistan. C'est-à-dire que les forces de l'Alliance du Nord, avec Dostum, Fahim, qui est le successeur militaire de Massoud, va y avoir cette combinaison de... C'est quand même 15 000 hommes à peu près, l'Alliance du Nord. C'est quand même des combattants aguerris, qui ont du matériel, qui sont habitués à se battre contre les talibans. Et les talibans sont devenus une force classique, qui est finalement un objectif de choix pour l'aviation américaine. Et donc les forces spéciales vont guider les bombardements qui seront exploités par les forces afghanes. C'est-à-dire cette combinaison de quelques centaines de forces spéciales américaines vont casser le front des talibans, d'où la prise de Kaboul le 14 novembre 2001. Là, chute des talibans. Chez les chutes des talibans, départ des talibans, là, qui, pendant 4-5 ans, les talibans vont être relativement peu actifs. Ben Laden n'est pas capturé dans la fameuse bataille au sud-est de l'Afghanistan de Tora Bora, parce que dans le même temps, le général Franks, qui commande les opérations, qui est le général qui commande le Central Command, qui est un énorme théâtre d'opérations qui couvre tout le Moyen-Orient, reçoit l'ordre de préparer des plans pour l'attaque contre l'Irak. Attaque contre l'Irak en 2003. Et en fait, ce qui se passe dans l'intervalle, c'est qu'il y a une résurgence des talibans en 2005-2006. Et à partir de 2005-2006, les talibans, tous les ans, vont subir des échecs. L'armée américaine va se renforcer progressivement en Afghanistan. L'OTAN va se renforcer en Afghanistan jusqu'en... mais les talibans également, avec les Pakistanais qui jouent un double jeu dans cette affaire-là. Et les Américains sont obligés de composer avec les Pakistanais. Et les Américains vont prendre le pas, renforcer leurs forces. En 2004, il n'y a quasiment pas de force de l'OTAN en Afghanistan, il n'y a quasiment personne. Et par contre, il y a de plus en plus d'attaques. En 2004, par exemple, on pouvait encore se promener à Kaboul sans escorte, manger au restaurant le soir sans aucun problème. Et puis tout doucement, les talibans vont renforcer leurs offensives. Elles vont être contrecarrées régulièrement. Les Américains vont se renforcer, vont faire des choix opérationnels plus ou moins bons, mais avec des forces qui sont engagées progressivement, par à-coups. Et puis il y a des annonces de retrait répétitives. Voilà. Alors ce qui se passe en fait, il y a un événement majeur, c'est l'arrivée d'Obama au pouvoir, donc on est en 2009, et il va autoriser... l'armée américaine, il va autoriser les généraux américains à conduire ce qu'on appelle un surge, c'est-à-dire un renforcement militaire, un renforcement des opérations, mais sur une période réduite. Et en fait, quand il fait son discours en décembre 2009 à West Point, puisque les présidents américains font les discours à l'école d'officiers à West Point, il annonce oui, on fait un surge, oui, mais on se retirera en 2011. C'est-à-dire qu'il donne un délai de 2 ans à l'armée américaine pour régler le problème. Oui. Voilà. Alors l'armée américaine, à l'OTAN, c'est quand même l'armée américaine qui fait la guerre, il ne faut pas être dupe, et Obama l'avait dit, c'est une guerre américaine. Alors elle est conduite avec des principes qui ont été élaborés par le général Petraeus de contre-insurrection, alors qui s'inspire énormément de ce qu'on a fait en Algérie. Alors c'est à la fois conduire une guerre une guerre militaire pure et dure, contre les mouvements de résistance, mais également aider la population, être près de la population et l'aider. Bon, malheureusement, c'est quelque chose qui ne va pas fonctionner, parce que si avant 2009, les Américains conduisaient des combats en utilisant énormément l'aviation, et forcément en infligeant beaucoup de pertes à la mode américaine, c'est malheureusement un peu le style. Alors que pas plus que les Soviétiques, on ne discrimine pas. Ce que faisaient un petit peu les Soviétiques au début. Faut pas non plus être dupe. Quand il y a besoin d'appuyer. Le problème qui se pose dans ce type de guerre, c'est que quand une unité d'infanterie, qu'elle soit soviétique ou américaine, se retrouve à égalité face à une unité d'infanterie de Moudjahidine ou de talibans, les deux unités se trouvent à égalité. Et donc là,
pour les Américains, ce qui les a toujours aidés, ce qui a aidé les forces afghanes aidées par les Américains, soutenues par les Américains, c'est l'appui aérien. C'est l'appui aérien, que ce soit en hélicoptère ou en avion. C'est ça qui change la décision, c'est ça qui change la donne. Mais le problème, c'est que cet appui aérien se fait toujours dans des zones habitées. Donc il y a toujours des pertes civiles. Et le président Karzai, qui a été mis en place en 2001 par la conférence de Bonn et par, entre guillemets, les Américains et la communauté internationale, a toujours été très ambigu dans ce soutien aux Américains, parce que lui, c'est sincère, faut pas dire le contraire, c'est sincère. Il voyait bien que cette guerre était menée également contre la population afghane, donc infligeait des pertes et des souffrances à la population afghane, et lui ne pouvait pas soutenir ça. Et il était également, au niveau historique, il avait été très inspiré par un livre écrit par un auteur anglais, je crois, Le Retour d'un roi, où en fait, lui, c'est le retour du roi qui est le roi arrivé dans les bagages de l'armée britannique en 1839. Ben lui sait très bien qu'il était arrivé dans les bagages de l'armée américaine. Donc il avait cette image, malheureusement pour lui. Donc il a essayé de composer. Donc l'armée américaine essaye de mener un style différent après 2009. Il y a beaucoup d'ambiguïté, ça inflige des pertes à l'armée américaine, puisqu'ils n'ont plus l'appui aérien. Et en même temps, donc le général McChrystal, en fait, qui commande de 2009 à 2010, comprend qu'il est mis en échec. Il est mis en échec et il ne peut pas aller plus loin. Bon, après, il critiquera le pouvoir politique qui l'obligera, en plus en étant à Paris en 2010, il répond à une interview d'un journaliste qui amène la fin de sa carrière. On se demande toujours d'ailleurs s'il l'a fait exprès pour partir, parce que le journaliste américain qui était avec McChrystal était avec lui depuis plusieurs mois, donc il le connaissait. Donc quand ils ont parlé, il savait très bien ce qu'il disait. Donc McChrystal, ce général qui devait gagner la guerre, qui avait un soutien, même dans la presse française, un énorme soutien politique, échoue. Il est remplacé par le général Petraeus qui vient de gagner, globalement, une contre-insurrection en Irak. Le général Petraeus arrive avec les solutions irakiennes. Ça ne marche pas plus. Par contre, lui, il remet en place les appuis aériens. Il fait beaucoup de mal aux talibans. Certes, il fait du mal. Certes, les talibans souffrent sous le commandement de Petraeus et après sous le commandement de tous les généraux américains qui se succèdent. Mais à partir du départ du général Petraeus, les effectifs se réduisent. Les effectifs se réduisent. Mais chaque fois qu'il y a des offensives des talibans, que ce soit au sud-ouest, dans les provinces du Helmand et de Kandahar, qui sont les grandes provinces où il y a des combats, mais également à l'ouest, dans le Kunar et le Nouristan, qui sont également des grandes provinces, des grands combats subis par les Américains, qui donneront lieu à beaucoup de films avec des paysages dantesques de montagnes, de postes assiégés, de résistance héroïque des soldats américains. Ça échoue. Et ça échoue régulièrement. Il y a des offensives des talibans qui échouent, parce que l'armée afghane qui a été mise en place par l'OTAN est assez efficace au début. Soutenue par les Américains et l'OTAN, elle est bonne, elle se bat bien. Alors, il y a des échecs, bien sûr, mais il y a des résultats quand même, il y a pas mal de résultats. Mais bon, quand ça se poursuit sur plusieurs années, il y a quand même une certaine usure. Il y a une grande usure, il y a à nouveau des offensives en 2015-2016 qui sont très dures. Et la grande différence qui se passe dans ces années-là, dans ces dernières années, c'est que les talibans attaquent au nord de l'Afghanistan. Ils s'emparent même de Kunduz. Ça paraît incroyable. Ils s'emparent de Kunduz. Et là, les forces armées... Ils ne se concentrent pas uniquement sur Kaboul. Non, c'est-à-dire qu'ils s'étendent progressivement et ils tapent au nord. Et donc là, ça discrédite complètement le pouvoir de Kaboul qui est quasiment encerclé. Et il y a même des attaques proches de Kaboul. Alors, quand l'armée afghane est soutenue par les alliés occidentaux, et les Américains, surtout les Américains d'ailleurs à la fin, elle tient le coup. Mais tout doucement, elle s'érode. Et c'est ce qui va amener l'érosion qui amène en 2021. Il y a des négociations qui sont lancées par le président Obama, qui sont poursuivies par le président Trump, mais en fait dans ces négociations, les Américains cèdent énormément. En fait, c'est vraiment, surtout que les talibans sont très exigeants. Eux, ils veulent le renversement complet du pouvoir qui est à Kaboul, le départ de toutes les troupes étrangères, même si à la fin, au sommet de l'intervention de l'OTAN, on avait plus de 100 000 soldats américains de l'OTAN, avec des bases un peu partout, on avait 500 bases, c'était gigantesque. À la fin, on n'a plus qu'une dizaine de milliers d'hommes, mais c'est très efficace en fait. Il y a une aide américaine qui est très efficace entre des conseillers militaires, des forces spéciales et l'appui aérien. Et donc c'est ce qui permet à l'armée
aux forces de sécurité afghanes, parce qu'il y a à la fois de la police et de l'armée, de résister. Alors le problème qui se passe, c'est que l'armée afghane qui a été formée dépend trop de l'aide américaine. Elle dépend trop au niveau logistique de l'armée américaine, elle dépend énormément de conseillers américains. C'est-à-dire que c'est une armée qui a été faite sur le modèle américain. C'est pas une armée de forces légères, c'est une armée qui logistiquement est très dépendante. Alors on s'est aperçu également dans beaucoup de combats que... Ce qui est étonnant, ça je vous interromps, c'est qu'en 20 ans, ils n'avaient pas réussi à comprendre que ce n'était pas le modèle. Et c'est ça qui est l'énorme paradoxe de toute cette guerre, c'est qu'il y a toujours eu des courants différents. Alors, il y a eu des forces de défense qui ont été formées un petit peu sur le modèle local. C'était les forces de police. Il y avait l'armée afghane et les forces de police. Et en fait, on s'est aperçu, en particulier dans le Helmand et la province de Kandahar, que les forces de police qui étaient sous commandement local, avec des intérêts locaux, de chefs de guerre locaux, étaient très efficaces. Bon, le problème, c'est qu'elles étaient moins bien armées que l'armée afghane et qu'il y avait rivalité entre les forces. Et en fait, on est arrivé par le constat de voir que les forces qui avaient été détruites en 2001, quand on avait voulu créer une armée unifiée, où les Occidentaux ont voulu imposer leur modèle, ne fonctionnaient pas. Et en fait, ce qui a bien fonctionné en 2021, après, il y a quand même un épuisement, c'est-à-dire que de grands chefs de guerre afghans fidèles au pouvoir de Kaboul ont été tués, neutralisés, etc. Mais il y a eu, alors c'est ce paradoxe d'efficacité et d'inefficacité. Bon, néanmoins, c'est quand même la décision de retrait et d'abandon qui amène l'évacuation entre le 15 et le 30 août 2021, avec les images que l'on connaît bien. On connaît les images, là, il y a vraiment comme une impression de lâchage total. Il y a une impression de lâchage. Alors ce lâchage est progressif, vous voyez, il s'étale sur plusieurs années. Mais quand la décision est prise en 2021 de tout abandonner, mais la décision a été pu être prise Alors, les accords ont été signés, c'est vrai que les accords ont été signés, mais même le président Trump a fait un mini-surge. Quand les talibans n'ont pas, entre guillemets, joué le jeu des accords, il a renforcé les forces américaines pendant quelques mois. Et les talibans, sous le coup des bombardements, ont cédé. Donc, on peut imaginer que ça aurait pu durer. Quelles garanties ont pu donner les talibans aux Américains ? Alors, les talibans ont donné des garanties que le pouvoir serait maintenu. Et en même temps, et qu'il n'y aurait plus, et surtout pour les Américains, c'est que l'Afghanistan ne servirait plus de foyer de terroristes. Ça, c'est la grande exigence. Les talibans veulent rester entre eux en Afghanistan. Il n'y a pas de volonté d'expansion. Non. Et en fait, la volonté d'expansion, c'était quand même Al-Qaïda. C'était pas vraiment les talibans. Et le grand paradoxe de cette guerre, et le grand résumé de cette guerre, c'est que le président Karzai, qui est l'homme lige, imposé par les Américains en 2001, et le président Abdullah, qui était le ministre des Affaires étrangères de Massoud, accueillent les talibans en 2021 à Kaboul. Et ils y sont toujours. Donc là, on retombe dans cette grande tradition afghane des alliances et de la compréhension entre Afghans. Ils y sont toujours. Alors, nous arrivons au terme de l'émission. Je voudrais quand même une petite conclusion. On emploie très souvent le terme Afghanistan, cimetière des empires, mais finalement, l'Afghanistan ne tue pas les empires. Mais est-ce que ça révèle leurs limites ? Donc ça, c'est une première question. Et une dernière question, est-ce qu'on peut dire qu'on peut gagner des guerres en Afghanistan, comme ça a été possible, mais sans jamais finalement gagner l'Afghanistan lui-même ? Alors c'est le cimetière des empires étrangers. De toute façon, c'est certain. Le général Petraeus, qui est le grand général connu et fameux de cette guerre, de la contre-insurrection, et en Irak et en Afghanistan, a lui-même réemployé cette phrase. C'est connu pour être le cimetière des empires. Il le sait. Ils le savent très bien. Ensuite, gagner une guerre en interne, les Pakistanais, quelque part, ont gagné la guerre. Mais... alors, est-ce qu'il y a un empire pakistanais ? Ça, c'est difficile à dire. Mais les talibans se sont opposés aux Pakistanais. À partir du moment où les Pakistanais veulent imposer leurs lois, les talibans refusent. Et se sont battus contre l'armée pakistanaise sur la frontière il y a quelques mois même. Donc les empires n'ont rien à faire en Afghanistan. Le seul empire qui est viable en Afghanistan, c'est l'empire afghan. C'est l'empire local. Voilà. Donc ça, il y a une compréhension. Alors, la situation actuelle au niveau social est sans doute critiquable, mais en tout cas, il n'y a pas de conflit majeur en ce moment en Afghanistan.
Philippe Sido, je vous remercie. Je vais reprendre le livre, le présenter à nos téléspectateurs. Donc, Les guerres d'Afghanistan, paru aux éditions Perrin, ministère des Armées. Merci beaucoup pour ces éclairages absolument passionnants. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Avant de nous quitter, vous n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt.